Qu'est-ce qui contribue à la production de guerriers légendaires dans une terre? Entre les fleuves Duero et Tage se dressait un territoire que la nature elle-même avait fortifié. Des montagnes abruptes, des vallées profondes et des forêts touffues ont constitué un bastion naturel qui a modelé la personnalité d'un peuple prêt à défier l'empire le plus puissant de l'Antiquité. Si tu avais la possibilité de faire un voyage dans le temps et de fouler ces terres plus de 2000 ans en arrière, tu serais confronté à un panorama majestueux. Des cimes s'évanouissant dans les nuages, des pentes tapissées de chênes et de chênes lièges, des vallées productives dissimulées derrière des falaises impraticables. Ce n'était pas simplement une étendue de terre, c'était une citadelle édifiée par la nature elle-même. Les rivières n'étaient pas uniquement une source d'eau et de nourriture, elles jouaient aussi le rôle de barrière naturelle, des lignes défensives que les envahisseurs devaient traverser sous la surveillance vigilante des résidents locaux. Dans ce terrain difficile, les Lusitaniens ont su se mouvoir tel un ombre. Ils étaient familiers avec chaque tracé, chaque foulée entre les montagnes, chaque ruisseau dissimulé. Ce qui constituerait pour un étranger une région difficile et inaccessible était pour eux un terrain de jeu où chaque obstacle offrait une opportunité tactique. Cette connexion profonde avec leur milieu environnant leur a donné la possibilité d'élaborer des stratégies de guérilla qui laisseraient perplexes les troupes romaines disciplinées. Le climat a aussi contribué à la consolidation de ce peuple. Les hivers sévères et les étés arides nécessitaient de la résilience et de la capacité d'adaptation. Les enfants de Lusitanie étaient formés à affronter les intempéries, à localiser de l'eau même en plein été et à se repérer dans la brume d'hiver. Ces aptitudes, acquises dès le plus jeune âge, se transformeraient par la suite en avantages précieux sur le terrain de combat. Les Romains, qui avaient l'habitude de se battre sur des terrains dégagés, leur permettant d'établir leur formation, ont été confrontés à une situation qui avantageait les défenseurs. Grâce aux montagnes, les Lusitaniens pouvaient surveiller de loin les déplacements adverses, organiser des pièges dans des défilés étroits et se replier rapidement vers des abris inaccessibles. Cette terre n'a pas simplement engendré des combattants, elle leur a fourni les moyens de résister à la plus grande force militaire de leur temps. Qui étaient véritablement les Lusitaniens? Cette interrogation a fasciné historiens et archéologues pendant plusieurs siècles. Malgré les représentations romaines les dépeignant comme de simples barbares, les Lusitaniens avaient une identité culturelle sophistiquée, façonnée par des millénaires d'évolution sociale et d'interaction avec divers peuples. Les éléments archéologiques indiquent que les Lusitaniens possédaient des origines pré-celtiques indo-européennes. Ils ont émigré vers la péninsule lors de migrations datant du 2e millénaire avant J.C., introduisant une langue et des traditions qui se sont ajustées à leur nouvel environnement. Ils n'étaient pas une population repliée sur elle-même. Ils commerçaient et entretenaient des échanges avec les communautés environnantes, intégrant des influences tout en préservant leur identité propre. Strabon, le géographe, les a rangés parmi les Celto-Ibères, mais cette catégorisation simplifiée ne reflète pas la complexité de leurs origines. Les recherches en génétique contemporaine ont démontré que la population lusitanienne découle d'un assemblage de divers groupes qui se sont établis dans cette zone au cours des milliers d'années. Le peuplement néolithique, qui résidait dans la péninsule depuis 5000 avant J.C., constitue le substrat le plus ancien. Cette variété génétique est visible dans les vestiges archéologiques, où l'on observe des aspects culturels variés qui ont été assimilés à une identité partagée. Ce qui caractérisait les Lusitaniens par rapport aux autres groupes de la péninsule ibérique était leur profonde valeur accordée à l'indépendance et leur structure sociale décentralisée. À l'opposé des Turdétans du Sud, qui étaient davantage urbanisés et hiérarchisés, les Lusitaniens préservaient une organisation sociale fondée sur les relations familiales et de clans. Cette souplesse leur a donné la capacité de s'ajuster plus efficacement aux défis qu'ils rencontreraient ultérieurement.
Dans ses textes, Pline l'Ancien met en évidence les distinctions entre les Lusitaniens et les autres groupes de la péninsule, soulignant leur style de vie spécifique et leur courage. Son identité s'est aussi construite par opposition à l'autre, en particulier suite au contact avec les Carthaginois et les Romains. Devant ces sociétés urbaines et commerciales, les Lusitaniens consolidèrent leur identité en tant que peuple guerrier et autonome, non assujettis à des dirigeants éloignés ni à des taxes écrasantes. Cette narration identitaire deviendrait un fortifiant déterminant pendant les années de résistance face à Rome. Conséquence de l'Empire romain sur les populations indigènes. La réponse est à chercher dans les castros, ces fortifications élevées qui émaillaient le panorama lusitanien. Ces institutions n'étaient pas de simples havres, elles constituaient des collectivités entières, pensées pour l'existence quotidienne et la défense, témoignant d'une société qui tenait en haute estime tant la protection que l'autosuffisance. Visualise un castro traditionnel, bâti sur une hauteur ou un promontoire. Il est ceinturé de murs en pierre qui peuvent grimper à plusieurs mètres en hauteur. L'accès était restreint, généralement par une unique issue défendable. Les maisons, bien que disposées de manière apparemment désordonnée, suivaient en réalité des principes de parenté et de fonction sociale. Les demeures, de forme circulaire, étaient érigées en pierre et recouvertes de matériaux végétaux, assurant une défense contre les conditions climatiques tout en maximisant l'espace existant. La vie de tous les jours dans un castro était un cocktail d'activités communautaires et domestiques, tandis que les hommes se dévouaient à la chasse, à l'élevage et à la protection. Les femmes s'occupaient de moudre le grain, de tisser et de préparer la nourriture. Dès leur plus jeune âge, les enfants acquéraient les aptitudes indispensables à la survie. Les ruelles étroites débordaient d'effervescence. Des artisans manipulant le métal, des marchands concluant des transactions et des vieillards racontant des histoires pour conserver la mémoire collective. Chaque castro représentait un univers à part entière, autonome mais relié à d'autres entités par le biais de réseaux commerciaux et de pactes d'alliance. L'archéologie contemporaine a mis en lumière la complexité de ces institutions. Les excavations de castro tels que Conibriga ou Citania de Briteiros révèlent des systèmes d'évacuation sophistiqués, des zones communes pour les rassemblements et les cérémonies, ainsi qu'une organisation qui dépasse le besoin défensif pur. La mise au jour de parures, d'armes embellies et de poteries ornementées atteste d'une communauté dotée d'une hiérarchie sociale, ainsi que d'une aptitude à générer des surplus favorisant l'émergence de professions spécialisées. Les castros ne constituaient pas des entités indépendantes. Ils étaient intégrés dans un système territorial qui surveillait les ressources et les routes de communication. Certains étaient de petite taille, hébergeant à peine quelques dizaines de foyers, tandis que d'autres ont évolué pour se transformer en véritables pôles régionaux. Cette variété illustre la complexité de la structure sociale lusitanienne, qui alliait une forte identité locale à une capacité d'action collective en cas de besoin. C'est cette configuration décentralisée qui compliquerait ultérieurement la conquête par Rome. Quelle sorte d'entreprise engendre des combattants si redoutables qu'ils inspirent même la peur chez les Romains? La réponse réside dans le maillage social du Portugal, un ensemble de liens, de traditions et de principes qui a formé des personnes d'une résilience remarquable. Les Lusitaniens, loin de l'étiquette simpliste de barbares attribuée par les chroniqueurs romains, avaient en réalité mis en place une structure sociale complexe et opérationnelle. À la tête de cette société se trouvaient les chefs militaires, des individus qui avaient prouvé leur valeur sur le champ de bataille et dont l'autorité découlait essentiellement de leur prestige individuel plutôt que d'un pouvoir hérité. Ces dirigeants conduisaient des réunions où des choix significatifs étaient déterminés. Néanmoins, leur pouvoir était restreint et reposait sur l'accord général. Il y avait, sous leur règne, une catégorie de guerriers à plein temps consacrés à la défense et parfois au pillage, un acte que les Romains percevaient comme du banditisme, alors que pour les Lusitaniens,
C'était un moyen légitime d'acquérir des ressources et de la reconnaissance. Selon les normes de l'époque, les femmes originaires du Portugal occupaient une position plutôt élevée. Elles maîtrisaient la production à domicile, prenaient part à des cérémonies religieuses et, d'après diverses sources, avaient même la possibilité d'hériter des biens immobiliers. Les jeunes femmes obtenaient des allocations lors de leur mariage, ce qui leur assurait une certaine autonomie financière. Diodore de Sicile rapporte que les femmes des Lusitaniens étaient engagées dans l'agriculture et assumaient des responsabilités qui, dans d'autres civilisations, étaient réservées aux hommes. Cette souplesse quant au rôle de genre répondait à des nécessités concrètes. En l'absence des hommes lors de campagnes militaires, les femmes assumaient toutes les fonctions au sein de la communauté. Le quotidien était gouverné par des cycles saisonniers. Durant le printemps et l'été, les activités étaient axées sur l'agriculture et l'élevage. Ils faisaient pousser des céréales, des légumineuses et divers arbres fruitiers, enrichissant leur alimentation par l'élevage de moutons, de chèvres et de porcs. Les découvertes archéologiques ont démontré que leur alimentation était plus diversifiée que ce que l'on pourrait penser, englobant une vaste sélection de ressources naturelles. L'automne, période de moisson et de stockage essentielle pour passer les rigoureux hivers, voyait la communauté se regrouper dans les castros et l'intensification de la vie sociale. Les rites de passage signalaient des étapes essentielles dans l'existence des Lusitaniens. Les jeunes combattants subissaient des rituels d'initiation rigoureux, comprenant des privations, l'affrontement aux forces de la nature et l'exhibition de leurs aptitudes. Ces coutumes n'étaient pas de simples cérémonies. Elles avaient un objectif fonctionnel de tri et d'exercice. Selon les écrits de Strabon, il semblerait que les Lusitaniens avaient l'habitude d'utiliser des bains de vapeur comparables aux saunas, vraisemblablement dans le cadre de cérémonies de purification. L'accueil chaleureux était une valeur essentielle, et les hôtes étaient célébrés avec des festins où l'on offrait nourriture, breuvages et légendes épiques. Cette structure sociale a engendré des individus qui ressentent une forte affiliation et fidélité à leur communauté. Le Lusitanien moyen se développait en s'identifiant intensément à son groupe et à sa terre, déterminé à les protéger coûte que coûte. Cette unité sociale constituerait l'un des principaux avantages lors de la résistance contre Rome, compensant leurs désavantages en termes de nombre et de technologie par une détermination et un soutien indéfectibles. Quelle force cachée orientait-elle les Lusitaniens dans leur combat pour leur indépendance? Pour saisir la solidité de leur résistance, il nous faut explorer leur univers spirituel, aussi foisonnant et complexe qu'étranger pour leurs adversaires romains. La spiritualité lusitanienne, fortement enracinée dans le monde naturel et les rythmes cosmiques, offrait un contexte riche en signification pour leurs actes et offrandes. Les Lusitaniens adoraient un ensemble de dieux associés aux éléments de la nature et aux puissances cosmiques. Endovelico, divinité de la santé et gardien des combattants, revêtait une importance particulière. Ataesina, la déesse lunaire et de la Renaissance, gouvernait les cycles de la vie. La déesse Bandua, gardienne des communautés, assurait la cohésion sociale. Ces dieux n'étaient pas des entités distantes. Ils se révélaient à travers les accidents géographiques, les phénomènes climatiques et les instants décisifs de la vie en communauté. Les dédicaces et les offrandes découvertes dans des lieux de culte, tels que le sanctuaire de São Miguel da Mota, témoignent d'une profonde piété qu'ils suscitaient. Le rythme de vie des Lusitaniens était dicté par leurs rituels. Les festivités saisonnières se déroulaient en même temps que les solstices et les équinoxes, qui représentent des points de changement dans le cycle annuel. Durant le solstice d'été, d'immenses flammes purificatrices s'allumaient sur les cimes, perceptibles à des kilomètres à la ronde, établissant un système de communication rituelle entre les différentes communautés. L'usage de sacrifices d'animaux, notamment de chèvres et de porcs, était fréquent lors de circonstances critiques ou avant la réalisation d'interventions majeures. Ces animaux étaient sacrifiés et leurs entrailles analysées par les prêtres pour deviner ce que l'avenir réservait,
une coutume qui avait un impact direct sur les choix politiques et militaires. Dans la spiritualité lusitanienne, l'univers des défunts tenait une position primordiale. On rendait hommage aux défunts à travers des rites sophistiqués, et on était convaincu que les guerriers qui avaient péri au combat s'élevaient vers un niveau d'existence plus élevé. Strabon rapporte que les Lusitaniens exposaient les dépouilles de leurs combattants décédés aux vautours, qu'ils percevaient comme des intermédiaires entre le monde des vivants et l'au-delà. Les nécropoles lusitaniennes, ornées de stèles sculptées et d'objets destinés aux rites funéraires, témoignent d'une foi en l'au-delà et de l'obligation d'accompagner le défunt dans son périple post-mortem. Les Lusitaniens voyaient certains sites naturels comme sacrés, des forêts touffues, des sources d'eau, des cavernes et des sommets montagneux. Ces lieux servaient de sanctuaires où étaient pratiqués des rituels et des offrandes. L'eau, spécifiquement, avait une signification particulière. Des sites comme ceux de Caldas da Rainha, connus pour leurs sources chaudes, étaient perçus comme des liens avec le divin, des endroits où les eaux guérisseuses jaillissaient directement des divinités. Ces endroits sacrés sont ornés de pétroglyphes et de peintures rupestres, témoignant silencieusement des rituels anciens. Cette spiritualité ancrée fournissait aux Lusitaniens un contexte de sens qui allait au-delà de la vie individuelle. Quand ils ont été confrontés à la mort en combattant les Romains, ce n'était pas uniquement pour des raisons de territoire ou de richesse, mais pour défendre un style de vie inextricablement lié à leur lien avec le sacré. Les serments prononcés en présence des divinités étaient absolus, et la violation de ces engagements entraînait non seulement une perte d'honneur momentanée, mais aussi une damnation éternelle. Cet aspect spirituel de la résistance lusitanienne permet de comprendre pourquoi, malgré la domination écrasante des Romains, ils ont persévéré dans leur lutte durant plusieurs générations. Quels termes employaient ceux qui s'opposaient à l'un des plus puissants empires de leur époque pour désigner leur résistance? Bien que nos archives contiennent des éléments fragmentaires de la langue lusitanienne, elles nous dévoilent un aperçu captivant de l'esprit de ce peuple guerrier. Chaque mot qui a perduré fonctionne comme une petite lueur qui éclaire leur perception du monde. Les Lusitaniens utilisaient une langue indo-européenne qui possédait des spécificités la distinguant aussi bien du celte que de l'ibérique. Les inscriptions découvertes sur des stèles et des édifices, bien qu'elles soient peu fréquentes, dévoilent une langue dotée d'une structure grammaticale complexe et d'un lexique dense en termes relatifs à la guerre, à la nature et au sacré. La renommée inscription d'Arroyo de la Luz, dénichée dans l'Estrémadure actuelle en Espagne, renferme plus de 60 termes en lusitanien, notamment des allusions à des sacrifices d'animaux et à des rituels religieux. Les Lusitaniens employaient une version modifiée de l'alphabet ibérique comme système d'écriture, adapté pour refléter les sons particuliers de leur propre langue. Il ne s'agissait pas d'une écriture utilisée tous les jours, mais plutôt dédiée à des documents de nature rituelle, légale ou commémorative. C'est la raison pour laquelle la majorité des inscriptions découvertes se manifestent dans des contextes liés à la religion ou aux funérailles. Au quotidien, les Lusitaniens se reposaient essentiellement sur la tradition orale pour communiquer, recourant à des conteurs qui retenaient des récits, des arbres généalogiques et des savoirs pratiques. On retrouve dans l'ancienne langue lusitanienne des mots qui existent toujours aujourd'hui dans les langues actuelles de la région. Des termes tels que ama, maman, briga, citadelle ou altitude, caïto, bois, ou touro, tour, ont marqué la toponymie des pays portugais et espagnols. Ces vestiges linguistiques nous donnent la possibilité de reconstituer en partie l'univers conceptuel des Lusitaniens et leur façon d'arranger et de classifier la réalité. La prépondérance des termes associés aux accidents géographiques souligne l'importance du territoire dans leur culture. La langue a été déterminante dans la lutte contre Rome. Tandis que les Romains utilisaient le latin comme instrument de domination culturelle, la préservation du lusitanien s'est transformée en un geste d'affirmation de l'identité. L'interprétation était indispensable lors des pourparlers entre les dirigeants lusitaniens et les généraux romains.
ce qui favorisait les occasions de malentendus et de manipulation. Quand Viriato conversait avec les Romains, les nuances de la traduction pouvaient décider du triomphe ou de la défaite des traités. Cette barrière de la langue a engendré une méfiance réciproque et a compliqué les liens diplomatiques pendant de nombreuses années. Comment ces combattants, principalement mémorisés pour leurs actions militaires, manifestaient-ils leur perception du monde? L'art portugais, malgré sa moindre popularité par rapport à ses exploits guerriers, démontre une sensibilité esthétique raffinée et un riche symbolisme qui dément l'image simplifiée du barbare sans culture véhiculée par les sources romaines. Les plus anciennes expressions artistiques se révèlent dans les peintures rupestres et les pétroglyphes disséminés sur le territoire du Portugal. Des représentations d'animaux, de guerriers et des symboles abstraits trouvés dans des refuges rocheux tels que ceux de la vallée du Coa témoignent de récits de chasse, de combats et de rites sacrés. Ces illustrations, dont certaines remontent à plus de 1000 ans avant l'affrontement avec Rome, témoignent d'une incroyable continuité culturelle et d'une volonté de consigner visuellement des événements importants pour la collectivité. La céramique lusitanienne alliait utilité et manifestation artistique. Les potiers façonnaient des contenants destinés à l'utilisation quotidienne, tout en les ornementant de motifs géométriques et d'agencements de végétaux et d'animaux qui portaient des significations symboliques. La céramique estampillée, typique de la région, employait des tampons pour appliquer des motifs récurrents qui pouvaient identifier certaines familles ou clans en particulier. Ces pièces n'étaient pas de simples objets utilitaires, elles véhiculent un sentiment d'appartenance et de statut social. Il est possible que parmi les Lusitaniens, la métallurgie ait été considérée comme l'expression artistique la plus appréciée. Les artisans manient le bronze et l'or avec des méthodes élaborées, produisant des parures, des armes cérémoniales et des objets rituels d'une splendeur remarquable. Les colliers rigides en or, qui symbolisaient le pouvoir et la dignité, démontraient une habileté technique comparable à celle des civilisations méditerranéennes. Les manches d'épées et de dagues étaient ornées de dessins animaliers et géométriques, métamorphosant ces armes en emblèmes d'identité et de prestige, au-delà de leur usage martial. Bien que moins répandue, la sculpture lusitanienne affiche des traits particuliers. Les statues représentant des guerriers galéco-lusitaniens, découvertes en majorité dans le nord du Portugal, illustrent des personnages masculins équipés de boucliers, de poignards et de torques. Il est probable que ces édifices, pouvant dépasser 2 mètres en hauteur, symbolisaient des ancêtres glorifiés ou des leaders tribaux. Son style, marqué par une certaine hiératisme et frontalité, semble indiquer une vocation commémorative et rituelle plutôt que strictement ornementale. L'art portugais ne visait pas le réalisme ou l'équilibre classique prisé par les Romains. Il s'appuyait sur l'expressivité et le symbolisme pour exprimer son esthétique. Les formes géométriques et abstraites portaient des significations que seules les personnes initiées pouvaient saisir entièrement. Cet aspect mystique de l'art lusitanien agissait comme un fort moyen de diffusion culturelle, préservant la mémoire collective et les principes traditionnels même durant les époques ardues de la conquête romaine. Qu'est-ce qui faisait trembler les légions romaines lorsqu'elles entraient en confrontation avec les Lusitaniens sur le champ de bataille? Ce n'était pas uniquement leur nombre ou leur brutalité, mais une conjugaison létale d'armements appropriés au milieu, de stratégies novatrices et d'une préparation physique et psychologique qui métamorphosait chaque guerrier lusitanien en un adversaire redoutable. L'équipement militaire portugais témoignait d'une connaissance approfondie de l'environnement et des exigences tactiques. La célèbre falcata, une épée courbée à un seul tranchant avec la pointe renforcée, était parfaite pour les combats de près sur des terrains accidentés. Avec sa conception, il était possible de trancher et de piquer simultanément, et grâce à sa lame renforcée, il pouvait percer les armures. L'efficacité de son design a tant impressionné les Romains qu'ils ont par la suite intégré certains de ces éléments dans leurs propres armements. Les Lusitaniens,
en plus de la falcata, employaient des dagues courtes pour les batailles rapprochées et des javelots légers qui pouvaient être projetés ou maniés comme des piques. Le statut du guerrier influait sur la variation de la protection défensive. Les leaders et les combattants d'élite utilisaient des cottes de mailles ou des armures en lin renforcées, alors que le soldat ordinaire se défendait avec de petits boucliers ronds connus sous le nom de ketras. Ces boucliers, confectionnés à partir de bois enveloppé de cuir ou de bronze, étaient à la fois légers et robustes, idéaux pour les stratégies de guérilla qui nécessitaient agilité. Lors de leur utilisation, les casques étaient habituellement en bronze et comportaient des protections latérales ainsi que des décorations indiquant l'appartenance tribale ou le grade du combattant. La formation débutait dès le plus jeune âge. Les enfants de la Lusitanie étaient formés à utiliser des armes légères, à se mouvoir discrètement dans les bois et à endurer la douleur et l'épuisement. L'adolescence signalait le commencement d'un entraînement plus rigoureux, incluant des simulations de bataille et des défis d'endurance de plus en plus ardus. Selon Diodore de Sicile, les jeunes Lusitaniens avaient l'habitude d'exécuter des danses guerrières qui mêlaient exercice physique et préparation mentale pour la bataille. Ces danses, réalisées en synchronisation avec des instruments de percussion, enseignaient des gestes coordonnés et renforçaient l'esprit d'équipe. Les Lusitaniens étaient experts dans l'art de la guerre psychologique. Avant de s'engager dans la bataille, ils exécutaient des rites intimidants. Ils ornaient leur corps de peinture, poussaient des cris de guerre synchronisés et frappaient leurs armes sur les boucliers, produisant un bruit assourdissant. Ces tactiques ne consistaient pas simplement à créer des spectacles. Elles avaient pour objectif de saper le moral de l'adversaire et de renforcer la cohésion parmi les soldats. Les historiens de Rome relatent la manière dont les Lusitaniens s'avançaient au combat en entonnant des chants guerriers évoquant les prouesses de leurs ancêtres, établissant ainsi un lien entre le combat actuel et une tradition héroïque d'antan. La stratégie de prédilection des Lusitaniens consistait à mener une guerre de guérilla, utilisant leur familiarité avec le terrain pour piéger les Romains dans des situations désavantageuses. Ils lançaient des offensives rapidement pour infliger le plus de dégâts possible, puis se retiraient avant que l'adversaire n'ait la chance de se restructurer. Cette tactique de frapper et s'enfuir déstabilisait les Romains, accoutumés aux affrontements directs où ils pouvaient mettre en œuvre leur organisation supérieure. Les Lusitaniens excellaient aussi dans l'art de dresser des fausses retraites, attirant leurs poursuivants dans des embuscades mortelles où d'autres combattants les attendaient cachés. Grâce à l'évolution constante de ces stratégies à travers les générations, ils ont réussi à tenir tête pendant plusieurs décennies face à un adversaire en supériorité numérique. L'arrivée de ces soldats étrangers, venus pour lutter contre les Carthaginois en l'an J-C, a inauguré une nouvelle période pour les habitants de la péninsule, même si peu auraient pu prévoir l'impact que cela aurait. L'histoire a débuté avec la Deuxième Guerre punique, une guerre qui mettait aux prises deux grandes puissances de la Méditerranée, Rome et Carthage. La péninsule ibérique s'est transformée en un champ de bataille essentiel dans ce conflit, non pas en raison de sa population, mais pour ses atouts strates. Sous la direction de la famille Barca, les Carthaginois avaient établi une influence manifeste dans le sud et l'est de la péninsule. Ils exploitaient leurs mines d'argent et faisaient appel à des mercenaires parmi les populations locales. Quand Hannibal Barca a entamé sa célèbre progression vers l'Italie, les Romains ont perçu la chance de frapper le flanc arrière carthaginois en déployant des forces en Ibérie. L'arrivée des frères Gnaeus et Publius Cornelius Scipio à Empúrie se produisit en 218 avant notre ère. L'année J-C a marqué le commencement de l'occupation romaine de la péninsule. Au départ, les Romains se posèrent en libérateurs, promettant de libérer les peuples ibériques du contrôle carthaginois. Un grand nombre de tribus, notamment celles situées au nord-est, ont accueilli les Romains avec bienveillance, considérant ces derniers comme des partenaires potentiels dans leur lutte contre l'oppression punique. Les Lusitaniens, qui se trouvaient plus loin de la sphère d'influence carthaginoise, suivaient ces occurrences avec précaution,
sans participer activement à la lutte. La défaite finale de Carthage en 206 avant J.C. L'invasion de Gade, aujourd'hui Cadix, par Publius Cornelius Scipio l'Africain, en 206 avec J.C., a profondément modifié la configuration politique. Plutôt que de se retirer, les Romains choisirent de demeurer et de transformer leur conquête en province. En 27 avec J.C. Le Sénat romain procéda à la division administrative de la péninsule en deux provinces distinctes, l'Hispania Citerior, qui était plus proche de Rome, et l'Hispania Ulterior, considérée comme étant plus éloignée et englobant les territoires des Lusitaniens. Cette décision exposait les réelles intentions de Rome. Ils ne venaient pas comme des libérateurs temporaires, mais comme de nouveaux dirigeants permanents. Les premières interactions entre les Lusitaniens et les Romains étaient de nature commerciale et généralement non conflictuelles. Les villageois lusitaniens ont vu arriver des commerçants romains et italiens qui ont troqué vin, huile et poterie contre des métaux, des cuirs et des esclaves. Ces interactions ont intégré des aspects de la culture méditerranéenne à la société lusitanienne. De nouvelles méthodes artisanales, des mets inédits, des genres d'architecture. Toutefois, cette phase de coexistence en paix ne durerait pas longtemps. L'accroissement de la pression fiscale par les gouverneurs romains, désireux d'amasser de la richesse durant leur mandat, couplé à l'expansion territoriale qui mettait en péril les territoires lusitaniens, allait rapidement déclencher le conflit. L'Angicé indiquait le commencement des hostilités. Publius Cornelius Scipio Nasica, le préteur, initia une campagne militaire contre les Lusitaniens, prétendument dans le but de sanctionner leurs incursions sur des territoires déjà sous l'égide de Rome. Ce qui a débuté avec des incidents frontaliers s'est vite métamorphosé en une guerre manifeste. Conscients d'être en infériorité numérique, les Lusitaniens optèrent pour des stratégies de guérilla afin d'éviter les confrontations directes, une approche qui déstabilisa les Romains. C'est ainsi que débuta une résistance qui s'étendrait sur près de 2 siècles et rédigerait certains des passages les plus héroïques de l'histoire ancienne de la péninsule ibérique. Comment une population de pasteurs et d'agriculteurs réagit-elle face à l'armée professionnelle la plus redoutable du monde antique? La réaction des Lusitaniens constituerait l'un des chapitres les plus remarquables de résistance dans l'histoire militaire. Ce qui avait débuté sous forme de petits conflits à la frontière en 194 avant JCJC deviendrait bientôt un conflit qui entraverait la puissance militaire romaine pendant des générations. Les premières batailles étaient des réactions spontanées aux invasions romaines sur les terres lusitaniennes. Quand les forces du préteur Publius Cornelius Scipio Nasica se déplacèrent vers l'ouest, elles découvrirent des hameaux en flammes, des terres désertes et une tranquillité préoccupante. Les Lusitaniens avaient déplacé les femmes, les enfants et les personnes âgées vers les hauteurs, pendant que les combattants s'apprêtaient à une tactique inédite pour les Romains sur la péninsule. Une guerre de guérilla organisée. De petites unités menaient des assauts nocturnes contre les camps romains, tendant des pièges aux patrouilles de reconnaissance et interrompant les chaînes d'approvisionnement avant de se fondre dans le dense feuillage forestier. L'efficacité précoce de ces stratégies a engendré un résultat imprévu. Elle a intensifié la solidarité entre divers groupes lusitaniens. Des groupes qui, par le passé, étaient en concurrence pour des ressources ou entretenaient de vieilles inimitiés, ont commencé à s'organiser contre l'adversaire commun. Des dirigeants aptes à orchestrer des opérations militaires regroupant des centaines de combattants issus de diverses origines ont vu le jour. Loin d'être une armée structurée, cette organisation symbolisait un progrès qualitatif dans la capacité militaire des Lusitaniens. Les Romains, prévoyant d'écraser rapidement ce qu'ils percevaient comme de simples actes de délinquance, ont été confrontés à une opposition de plus en plus organisée et résolue. Le relief montagneux de Lusitanie s'est transformé en un précieux soutien pour les résistants. Quand les légions romaines, lourdement armées, essayaient de suivre les Lusitaniens à travers des défilés étroits et des pentes abruptes, leur formation se retrouvait perturbée et elles devenaient exposées aux attaques depuis des hauteurs.
Les Lusitaniens exploitaient habilement les atouts de la topographie, disposant des gardes à des emplacements clés qui signalaient toute activité ennemie par le biais de signaux de fumée ou d'alertes sonores convenus. Ce dispositif de veille permettait de prévoir les itinéraires de progression romaine et d'organiser des pièges dans les lieux les plus hostiles à l'intrus. La guerre s'est transformée en un jeu cruel du chat et de la souris. Les Romains opposèrent aux méthodes lusitaniennes une violence de plus en plus accrue, détruisant des hameaux et exterminant ceux qui n'arrivaient pas à s'échapper promptement. Ils avaient pour objectif de démoraliser la résistance par la terreur. L'effet a été contraire. Chaque acte atroce ne faisait qu'accroître l'animosité contre Rome et consolider la résolution lusitanienne. Un cycle de vengeance et de représailles désastreux s'est instauré, exacerbant la tension entre les deux factions. Les jeunes Lusitaniens, témoins de la démolition de leurs habitations et du décès de leurs proches, se transformaient en combattants impitoyables, disposés à donner leur vie pour faire justice à leurs défunts et défendre leur autonomie. La parole peut-elle triompher là où l'épée échoue? Après de nombreuses années de conflits infructueux avec les Lusitaniens, cette question demeurait un sujet de préoccupation pour les dirigeants romains. Environ vers l'année 169 avant notre ère, en 3 avec ce J.C., Rome opta pour une nouvelle approche en nommant Tiberius Sempronius Gracchus nouveau gouverneur de l'Hispanie ultérieure, lui confiant la mission de pacifier la région par des moyens diplomatiques si cela s'avère possible. Graccho, à l'opposé de ceux qui l'ont précédé, a démontré une remarquable sensibilité politique. Il a saisi que la violence n'a fait qu'amplifier la rébellion lusitanienne et a choisi une méthode axée sur le dialogue et les compromis réciproques. Il prend contact avec plusieurs dirigeants tribaux lusitaniens, leur proposant des conditions surprenamment libérales, sauvegarde de l'indépendance interne de leur société, plafonnement précis de l'imposition et assurance contre les exactions des officiels romains. En retour, il exigeait la fin des conflits et une reconnaissance officielle de la prééminence de Rome. Les pourparlers ont été prolongés et compliqués. En raison de sa nature décentralisée, l'entreprise lusitanienne manquait d'une seule entité avec laquelle établir des négociations. Avant de prendre part à l'engagement, il était obligatoire pour chaque chef tribal de consulter ses guerriers et ses aînés. En dépit de ces obstacles, autour de 178 avant J.C. Graccho a réussi à conclure des ententes avec la plupart des groupes lusitaniens. Ces accords, connus sous le nom de foedera chez les Romains, reconnaissaient les Lusitaniens en tant qu'amis du peuple romain, un statut conférant certains droits et garanties. Pour officialiser ces ententes, des cérémonies étaient mises en place, durant lesquelles les deux parties prêtaient serment devant leurs divinités respectives de s'en tenir aux termes convenus. La période qui a suivi a été marquée par une paix relative. Alors que les Romains renforçaient leur emprise sur d'autres zones de la péninsule, les Lusitaniens ont préservé leur style de vie traditionnel. Le commerce a connu un essor, et certains habitants de la Lusitanie ont même commencé à embrasser des aspects de la culture romaine. Méthodes agricoles, styles d'architecture, pratiques commerciales. Cette cohabitation harmonieuse prouvait qu'une relation avantageuse pour les deux parties était envisageable. Toutefois, l'apparition de nouveaux gouverneurs romains, davantage préoccupés par l'enrichissement individuel que par la préservation d'une paix difficilement obtenue, entraînerait un changement radical de la situation. Après J.C., les héritiers de Gracchus commencèrent à négliger régulièrement les accords conclus. Ils infligèrent des taxes arbitraires, autorisèrent les colons romains à s'installer sur des terres lusitanes et réagirent avec violence aux manifestations. Une mission de dirigeants lusitaniens se déplaça à Rome pour interpeller le Sénat directement, en se référant aux accords solennels. Mais leurs doléances ne trouvèrent pas d'écho favorable. Les Lusitaniens ont perçu cette désinvolture envers les pactes solennels non seulement comme une injustice politique, mais également comme une insulte religieuse, étant donné que les serments avaient été prononcés devant les divinités. En 2023, avant J.C.,
Des contingents lusitaniens s'en prirent à des installations romaines en Bétique, marquant le début d'une nouvelle étape de conflit. L'année qui a suivi, faisant preuve d'une audace remarquable, des combattants lusitaniens ont franchi le détroit de Gibraltar pour mener la guerre en Afrique du Nord, s'attaquant à des territoires romains dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. Ce geste montrait que les Lusitaniens n'étaient plus seulement en train de protéger leur territoire. Ils avaient saisi l'essence universelle du pouvoir romain et s'efforçaient de l'attaquer là où il était le plus faible. La réaction de Rome ne tarda pas. Le préteur Servius Sulpicius Galba fut dépêché, avec la mission de rétablir définitivement l'ordre chez les rebelles, par tous les moyens requis. J.C. trouvait les Lusitaniens épuisés à la suite de plusieurs années de conflits récurrents. Leurs terres ont subi plusieurs incendies, de nombreux castros ont été anéantis et des milliers d'individus ont été asservis ou perdu la vie. L'endurance se réduisait, non à cause d'un manque de bravoure, mais simplement en raison d'une véritable fatigue matérielle. Dans ce cadre, quand le préteur Servius Sulpicius Galba proposa de discuter d'une paix, plusieurs leaders lusitaniens perçurent une chance de souffler et de se restructurer. Ils ont dépêché des délégués au camp romain disposés à entendre les termes. Galba a accueilli les émissaires avec une cordialité manifeste. Il leur parla d'une manière compréhensive, presque paternelle, manifestant son inquiétude face à la souffrance du peuple lusitanien. « Je comprends, leur aurait dit, selon l'historien Appien, que la misère de vos terres vous contraint à entrer en guerre. Cependant, j'ai une solution qui profitera à tout le monde. » Galba proposa aux Lusitaniens des terres productives pour s'installer et mener une vie paisible, éloignée de la région en guerre. Pour simplifier l'installation, il suggéra de les répartir en 3 groupes qui seraient déplacés vers différents lieux. Il a simplement demandé qu'ils se présentent sans armes à des lieux de rassemblement préétablis où le transfert serait organisé. L'offre paraissait généreuse. Cependant, elle a suscité un vif débat au sein des Lusitaniens. Quelques-uns, se souvenant de la façon dont les Romains avaient négligé des contrats antérieurs, éprouvaient de la méfiance. Certains, animés par la faim et l'épuisement, affirmaient qu'il fallait accepter le risque. En fin de compte, des milliers de Lusitaniens, majoritairement des familles comprenant des seniors, des femmes et des enfants, choisirent d'adhérer à l'offre de Galba et se rendirent sans armes au site convenu. Les événements qui ont suivi représentent l'un des gestes les plus infâmes documentés dans les écrits anciens. Quand les Lusitaniens étaient assemblés, des soldats romains firent une apparition inattendue et les encerclèrent. Depuis une position élevée, Galba ordonna « Épargnez personne en vie ». Les troupes attaquèrent la foule sans protection, procédant à un massacre systématique de tous les hommes aptes au combat. On captura les femmes et les enfants pour les vendre comme esclaves. L'air était rempli de hurlements d'effroi et de demandes de clémence pendant que le sol se teintait du sang. En l'espace de quelques heures, des milliers de Lusitaniens avaient perdu la vie ou étaient devenus esclaves lors d'une opération minutieusement planifiée. L'information concernant l'atrocité s'est diffusée rapidement à travers tout le pays du Portugal, suscitant choc et colère. Ce qui était le plus troublant n'était pas simplement l'ampleur du carnage, mais la rupture intentionnelle de la promesse. L'assassinat d'individus sans défense qui avaient cru à l'engagement romain. Même à Rome, où l'information a mis des semaines à arriver, cet acte a provoqué une onde de choc. Caton l'Ancien, un homme de grande ancienneté, accusa ouvertement Galba devant le Sénat, l'accusant d'humilier la dignité romaine et de transgresser le droit international. Une action en justice a été intentée à son encontre. Toutefois, Galba, un orateur talentueux et un homme de grande fortune, a su éviter la sanction en partageant une portion du butin avec des personnes influentes et en touchant le cœur du public en se présentant devant la cour avec ses enfants en bas âge, sollicitant clémence non pas pour lui-même, mais pour ses orphelins sans faute. Un jeune berger du nom de Viriato était parmi les rares Lusitaniens qui ont échappé au massacre.
Il a réussi à fuir en détectant le piège à la dernière seconde, se dissimulant dans les buissons tout en étant témoin de la mort de ses proches et amis. Sur place, alors que ses joues étaient couvertes de poussière et des larmes coulaient sur son visage, il s'engagea à dédier sa vie à la revanche et à la libération de son peuple. À l'époque, il était inimaginable qu'il deviendrait un nom redouté par les armées romaines et évoqué à travers les siècles comme le plus fort symbole de la résistance hispanique contre Rome. Comment un humble berger est-il devenu l'adversaire le plus dangereux de Rome en Hispanie? Le récit de Viriato illustre l'un de ces instants uniques où la nécessité historique rencontre l'individu spécifique pour le représenter, quand des situations extrêmes exposent des qualités remarquables chez des individus apparemment communs. On connaît peu de choses sur les premières années de Viriato. Selon les témoignages romains, il était un berger lusitanien qui avait été habitué à la rigueur de la vie montagnarde depuis son enfance. Cette formation lui avait offert une compréhension approfondie du terrain et une endurance physique exceptionnelle, des atouts qui se révéleraient essentiels dans sa carrière militaire à venir. On souligne aussi sa rapidité et son agilité exceptionnelles, des aptitudes affinées lors de la chasse au loup et de la défense des troupeaux contre les prédateurs. Selon l'historien Diodore de Sicile, Viriate, bien qu'il soit issu d'un milieu modeste, avait une intelligence innée et un talent oratoire convaincant qui lui donnerait la capacité ultérieure de rassembler des tribus qui étaient traditionnellement autonomes. Suite à son évasion du carnage orchestré par Galba, Viriato se joignit à d'autres rescapés ayant constitué des groupes de résistance. À l'origine, ces groupes opéraient de façon chaotique, menant des raids contre des avant-postes romains et s'attaquant aux convois de provisions. Viriato s'est rapidement fait remarquer pour son audace au combat et sa compétence tactique. Un épisode particulièrement osé, pendant lequel il a lancé une offensive de nuit contre un camp romain bien protégé, a capté l'attention d'autres combattants lusitaniens qui ont commencé à le rejoindre. Avec chaque triomphe, sa renommée s'accroissait, attirant un nombre croissant de guerriers qui le percevaient non seulement comme un adroit lutteur, mais aussi comme un possible vengeur des torts endurés. L'année 147 avec JC a marqué un tournant crucial dans la carrière de Viriato, en l'an JC lors d'une opération militaire menée contre le préteur romain Caius Vetilius. Un groupe considérable de Lusitaniens s'était infiltré dans la région du Turdétan, actuelle Andalousie, pour dévaster des biens romains. Vetilio a réagi promptement, surprenant les Lusitaniens et les poussant vers une rivière. Le tableau paraissait désolant. Coincés entre l'eau et une armée plus nombreuse, plusieurs chefs lusitaniens envisageaient la capitulation comme unique alternative. C'est à ce moment-là que Viriato, jusqu'à présent simplement l'un des nombreux chefs, a pris la parole. Dans l'Antiquité, la tactique militaire de Viriato a radicalement transformé la façon de mener les guerres. Conscient qu'une confrontation en champ de bataille avec les armées romaines était impossible, il a intensifié l'usage des tactiques de guérilla déjà initiées par les Lusitaniens. Les hommes de cet individu, peu chargés en matériel et possédant une connaissance approfondie du terrain, avaient la capacité de se mouvoir à une rapidité déconcertante pour les Romains. L'embuscade de la vallée de la rivière Barbula est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art militaire. Viriato répartit ses troupes en 3 sections. Une qui se montrait pour attirer les Romains vers la vallée, une autre qui, bien camouflée, bloquerait la retraite une fois l'armée romaine totalement engagée, et une dernière qui lancerait une attaque depuis les hauteurs à l'aide d'un déluge de projectiles. Les Romains, coincés entre 3 adversaires et sur un terrain qui entravait l'utilisation de leur formation standard, ont connu une défaite cinglante. Viriato a constamment eu recours à l'emploi stratégique du terrain difficile dans ses campagnes. Il examinait avec soin chaque site, exploitant les gorges, les cours d'eau, les forêts touffues et les zones marécageuses pour contrer l'avantage numérique et la rigueur romaine. Ces combattants ont appris à se battre dans toutes les conditions, sous des pluies diluviennes, dans l'obscurité de la nuit ou sous la chaleur accablante de l'été ibérique.
Ces conditions, que les Romains jugeaient inappropriées pour le combat, devinrent les favorites des Lusitaniens. Ce qui conférait à Viriato son caractère véritablement distinctif, c'était sa faculté à ajuster ses stratégies. Quand les Romains ont commencé à déployer leurs éclaireurs pour prévenir les embuscades, il a mis au point des ripostes, des signaux trompeurs, des chemins trompeurs, et parfois il concédait de petites défaites romaines qui menaient à des pièges plus conséquents. Il a appris à déchiffrer ses adversaires, anticiper leurs actions en se fondant sur le caractère des généraux qu'il combattait et à tirer parti de leur vulnérabilité. Ces stratégies de guérilla, qui nous paraissent familières aujourd'hui grâce à leur emploi dans les conflits contemporains, ont été révolutionnaires dans l'Antiquité. La lutte de Viriato contre Rome révèle des similitudes étonnantes avec d'autres conflits de guérilla historiques distants de plusieurs millénaires. Les stratégies des insurgés américains face aux Britanniques, la résistance espagnole contre Napoléon, ou encore les guérillas contemporaines du XXe siècle. Dans ces situations, un groupe apparemment moins puissant a su tenir tête à un empire en raison de sa capacité d'adaptation, de sa familiarité avec le terrain et de son refus de se confronter à l'adversaire selon ses propres conditions. Viriato n'était pas uniquement un combattant hors pair, mais également un pionnier militaire dont les stratégies seraient à maintes reprises redécouvertes au cours de l'histoire. Quelle serait la réaction de la plus grande force militaire du monde ancien face à des défaites dégradantes infligées par un simple berger barbare? Rome a réagi avec virulence, entre 146 et 142 avant J.C. En l'an J.C., le Sénat a déployé en Hispania ses généraux les plus compétents, ceux qui avaient remporté des victoires lors des campagnes contre Carthage et dans les guerres orientales. Caius Lélio, surnommé l'intelligent, ami proche de Scipion Émilien, fut le premier à se présenter. Avant de se lancer dans un territoire ennemi, Lélio a minutieusement analysé les tactiques lusitaniennes, mettant en place un réseau d'informateurs et esquivant les pièges qui avaient coûté la vie à ceux qui l'ont précédé. Même si sa tentative de capturer Viriato a échoué, il a tout de même acquis quelque chose d'aussi précieux: une compréhension de l'adversaire que Rome devait affronter. En se basant sur ces données, les chefs militaires, Quintus Fabius Maximus Aemilianus, Quintus Pompeius et Quintus Caecilius Metellus, ont élaboré des tactiques innovantes pour lutter contre la guérilla lusitanienne. Ils établirent des camps fortifiés à des endroits stratégiques pour régner sur le territoire, fractionnèrent leurs troupes en groupes plus réduits et agiles et entreprirent de faire appel à des éclaireurs hispaniques locaux qui maîtrisaient le paysage autant que les Lusitaniens. Le prix humain et matériel du conflit a connu une flambée pour les deux parties en présence. Rome s'est vue obligée de garder jusqu'à 4 légions, environ 20 000 soldats, en Hispanie, une dépense considérable en ressources et en vie qui a engendré des manifestations au sein même de la capitale. La condition des Lusitaniens n'était pas non plus enviable. Leurs hameaux étaient constamment détruits, leurs moissons réduites en cendres, et ils étaient acculés à la famine et à la pauvreté avec leurs familles. Viriato a été obligé de déployer ses actions au-delà de la Lusitanie, en quête d'accord avec les Celtibères, les Vétones et divers autres groupes ibériques. Possiblement, l'élément le plus captivant de cette étape du conflit était la rivalité des sagesses. Alors que les Romains apprenaient à mener une lutte de guérilla, les Lusitaniens dirigés par Viriato commençaient à intégrer certains aspects de la rigueur et de la structure romaine. Il s'agissait d'une danse mortelle d'adaptation et de contre-adaptation où chaque partie analysait et imitait les forces de l'autre, portant l'art militaire à des sommets inédits. L'apogée du conflit s'est produite en l'an 141 avant J.C. En l'an 202 avec J.C., Viriato a réussi à piéger l'armée du proconsul Fabius Maximus Servilianus dans une position où elle ne pouvait pas s'échapper. Après une poursuite prolongée, les légions romaines, épuisées, se retrouvèrent coincées dans une vallée où les Lusitaniens avaient bloqué toutes les issues. Plutôt que d'éliminer les Romains comme ils auraient pu le faire,
Viriato opta pour une démarche étonnante qui mettait en lumière sa perspective politique. Viriato proposa à Servigliano une paix sous des termes respectables. Rome admettrait l'indépendance des terres lusitaniennes et en contrepartie, les Lusitaniens se transformeraient en alliés du peuple romain, un statut diplomatique signifiant alliance sans pour autant être assujetti. Servigliano UZ, dont l'armée était au bord de l'Attile, a donné son accord sans hésiter. Ce traité, conclu sur le front de guerre, marquait l'apogée diplomatique des Lusitaniens. L'annonce du traité a atteint Rome, générant des réactions variées. Quelques sénateurs jugeaient avilissant que la République ait engagé des pourparlers avec des bandits, tandis que d'autres, plus pragmatiques, percevaient une chance de stabiliser une frontière problématique. En fin de compte, dans une démarche inédite, le Sénat romain approuva le traité, offrant à Viriato une légitimation diplomatique que aucun autre meneur barbare n'avait réussi à obtenir précédemment. Cette reconnaissance a rehaussé la position de Viriato parmi l'ensemble des peuples ibériques. Il n'était plus uniquement un combattant talentueux, mais également un homme politique capable de dialoguer sur un pied d'égalité avec la plus grande puissance méditerranéenne. Les chefs de tribu, qui étaient auparavant indécis à son égard, lui proposaient désormais leur fidélité. Il a semblé pendant un moment que les Lusitaniens avaient réalisé l'impossible, préserver leur autonomie contre Rome et être reconnus comme des égaux. Néanmoins, la paix ne serait pas de longue durée. À Rome, le groupe des Faucons, mené par la puissante famille Servilius, voyait le traité comme une souillure sur l'honneur romain qui devait être expié dans le sang. Prochainement, ils entameraient des manœuvres pour relancer les hostilités, dédaignant ainsi les promesses faites et les sceaux du Sénat. Viriato a remporté son plus grand triomphe grâce à la diplomatie. Mais cette dernière serait également le déclencheur des événements conduisant à sa chute. L'issue de Viriato a commencé à se déterminer lorsque Rome a dépêché Quinto Servilio Scipione en Hispanie, frère du proconsul qui avait conclu le pacte de paix. Scipion, résolu à effacer ce qu'il voyait comme une honte pour sa famille, a su persuader le Sénat de lui donner la possibilité d'attaquer Viriato sans avoir à déclarer formellement la guerre. C'est ainsi qu'a débuté une campagne de harcèlement. Assaut sur les villages alliés des Lusitaniens, invasion des zones neutres et sabotage des voies commerciales. Viriato, qui comprenait la tactique romaine, s'efforça de conserver l'harmonie en dépêchant des représentants à Rome et en s'abstenant de céder aux provocations. Néanmoins, la pression sur sa direction se faisait de plus en plus forte. Les jeunes combattants réclamaient une représaille pour les villages assaillis, alors que les sages préconisaient la prudence. Le dirigeant portugais se trouvait dans une situation particulièrement épineuse de sa carrière. S'il choisissait d'agir militairement, Rome aurait la justification pour entrer en guerre, tandis que s'il s'abstenait, il courait le risque de perdre l'appui de son peuple. En fin de compte, Scipio déclenche le conflit en lançant une attaque d'envergure contre une cité lusitanienne. N'ayant pas d'alternative, Viriato a repris les stratégies de guérilla qu'il maîtrisait parfaitement. Toutefois, les circonstances avaient évolué. Les Romains avaient maîtrisé l'art de se battre dans des terrains difficiles. Ils bénéficiaient de l'aide d'explorateurs locaux et avaient mis en place un système de forts qui entravait la liberté de mouvement des Lusitaniens. Suite à de nombreuses confrontations sans résultat, Viriato opta pour une résolution diplomatique en dépêchant 3 de ses lieutenants les plus fidèles, Audax, Ditalcon et Minuro, en tant qu'émissaires auprès de Scipion. Viriato n'aurait jamais pu deviner que Scipio avait tendu un piège abominable. Il a chaleureusement reçu les ambassadeurs du Portugal et, en secret, leur a proposé une grande fortune et des territoires s'ils venaient à tuer leur leader. Les 3 hommes, séduits par des promesses ou intimidés par les menaces romaines, adhérèrent au pacte infâme. Ils sont retournés au campement lusitanien comme si la mission diplomatique avait réussi. Alors que Viriato était en train de dormir dans sa tente cette nuit-là, ils sont entrés discrètement et l'ont attaqué avec un poignard au cou.
la seule partie vulnérable, puisqu'il gardait toujours son armure, demeurant sur ses gardes même dans le sommeil, selon les récits. Au lever du jour, la découverte du corps de leur chef par les Lusitaniens plongea le campement dans le tumulte et la détresse. Les meurtriers prirent la fuite vers les troupes romaines, dans l'espoir de toucher leur prime. Toutefois, lorsqu'ils se sont présentés devant Scipion pour revendiquer ce qui leur avait été promis, ils ont reçu une réponse qui marquera l'histoire. Rome ne paie pas les traîtres. Ils ont été exécutés immédiatement, apportant une touche finale de tragédie et d'ironie à la fin du grand chef lusitanien. Viriato est décédé en 139 avant notre ère. Le vide de leadership laissé par JC serait inextinguible. Sous son leadership charismatique, les divers clans lusitaniens, qui étaient jusqu'alors unis, ont commencé à se diviser. Un nouveau dirigeant, identifié comme Tantal ou Tautal selon certaines références, a fait une brève apparition, tentant de préserver la résistance et l'unité au sein des tribus. Tantal, bien qu'il manquait de la vision stratégique et du charisme de son prédécesseur, compensait ses insuffisances par une détermination tenace et un courage indomptable. Son premier grand geste fut d'essayer une action audacieuse, l'assaut sur Sagunto, cité alliée de Rome ayant un fort symbole depuis les guerres puniques. La stratégie était audacieuse. Conquérir une cité d'une telle envergure forcerait Rome à renégocier avec les Lusitaniens ou mettrait en péril sa réputation auprès de ses alliés en Hispanie. Le siège a connu un échec retentissant. Les fortifications de Sagunto, renforcées suite aux guerres puniques, ont tenu bon face à toutes les tentatives d'attaque des Lusitaniens. Entre-temps, Scipio a exploité l'opportunité de la concentration des troupes adverses pour lancer une attaque sur les territoires lusitaniens non défendus. Tantalus a été forcé de mettre fin au blocus et de retourner dans son pays d'origine pour le défendre, exactement comme l'avait anticipé le général romain. L'affrontement déterminant s'est déroulé sur les bords du fleuve Bétis, aujourd'hui connu sous le nom de Guadalquivir. Les Lusitaniens, forcés de se battre sur un terrain plat qui favorise les tactiques romaines, ont subi une défaite écrasante. Des milliers de personnes ont trouvé la mort transpercée par les pilas, javelots, romains ou fauchés par les courtes épées des légions. Tantal lui-même fut capturé, un sort peut-être plus cruel que la mort pour un combattant lusitanien. Face à une armée décimée et leur nouveau leader capturé, les Lusitaniens se voyaient contraints de discuter leur capitulation. Les conditions étaient sévères, mais pas inhumaines. Ils devaient rendre leurs armes, abandonner les forteresses dans les montagnes et seront relogés dans des régions planes pour un meilleur contrôle par Rome. La majorité a consenti à ces termes, exténuée après près de 50 ans de conflits sporadiques. Une époque était révolue, mais le souvenir de Viriato et de sa lutte persisterait à vivre dans les récits que les aînés transmettraient au coin du feu pendant de nombreuses générations. Malgré la défaite de la résistance lusitanienne structurée, des poches de rébellion ont perduré dans les hauteurs les plus isolées pendant plusieurs décennies. De petits contingents de combattants, généralement dirigés par d'anciens participants des expéditions de Viriato, persistaient à orchestrer des offensives intermittentes contre les avant-postes romains et les voies d'approvisionnement. Pour Rome, ces groupes n'étaient que de vulgaires hors-la-loi, tandis que pour les Lusitaniens, ils représentaient des protecteurs d'une liberté disparue. Il a fallu des décennies pour pacifier entièrement la Lusitanie. Chaque gouverneur romain fraîchement nommé en mission dans la province était confronté à des insurrections ponctuelles, surgissant tels des foyers d'incendie dans la végétation aride. Des groupes lusitaniens qui avaient été relogés dans les plaines fuyaient régulièrement pour regagner leurs anciennes demeures en montagne, forçant les Romains à planifier des expéditions punitives onéreuses. La campagne de Jules César en l'an 60 avant notre ère. J.C., près de 80 ans après le décès de Viriato, a prouvé que la région continuait à poser des problèmes. César, à l'époque un propriétaire jeune et plein d'ambition en quête de renommée militaire,
a dirigé des campagnes contre les derniers bastions lusitaniens situés dans les montagnes de l'ouest de la péninsule, ainsi que sur les îles Atlantiques, peut-être les actuelles Berlengas. Ces opérations décrites dans ses commentaires lui ont conféré le prestige militaire nécessaire pour sa carrière politique future, tout en mettant en lumière la ténacité de l'esprit de résistance des Lusitaniens. Malgré que Numance se situait sur le sol celtibère plutôt que lusitanien, un grand nombre de combattants lusitaniens y avaient trouvé asile suite à la disparition de Viriato. La cité tint tête vaillamment aux assauts romains pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que finalement Scipion Émilien, le démolisseur de Carthage, réussisse à la contraindre par la famine. L'effondrement de Numance et le suicide collectif de ses défenseurs, plutôt que de se rendre, ont marqué la fin d'une période de résistance indigène à travers toute la péninsule. Avec la défaite de ces derniers bastions, l'opposition structurée contre Rome s'est finalement éteinte. Les descendants des redoutables combattants ayant suivi Viriato ont commencé à s'intégrer peu à peu dans la société hispano-romaine. Ils se sont instruits en latin, ont embrassé les traditions romaines et, au fil du temps, certains ont même acquis la citoyenneté romaine. L'ère d'indépendance des Lusitaniens touchait à sa fin, cependant leur patrimoine culturel et leurs souvenirs continuèrent de vivre, évoluant et fusionnant avec la nouvelle identité en cours de formation sur la péninsule.